Je n'ai pas essayé de sauver un enfant de 6 ans, à cause d'une loi dans mon pays sur la responsabilité du sauveteur. Lors d'une fête, complètement ivre, j'ai eu une idée stupide que je trouvais hilarante sur le moment. J'ai pris une vieille chaussette, je suis allé discrètement aux toilettes et j'ai fait mes besoins dedans. Mon objectif, c'était de faire une blague à un ami, un truc absurde et crade qui, dans mon esprit embrumé, allait le faire éclater de rire. Quand je suis sorti des toilettes, j'ai trouvé mon ami dans le salon et sans prévenir, je lui ai mis un coup avec la chaussette. Les gens autour ont crié, certains ont reculé en riant nerveusement, mais lui, il n'a pas du tout rigolé. Il s'est figé, le visage choqué, puis il a fondu en larmes devant tout le monde. Je ne m'y attendais pas du tout. Je pensais qu'il allait me traiter de taré, qu'on allait se marrer ensuite, comme on l'avait déjà fait pour d'autres conneries dans le passé. Mais là, non. Il était brisé. L'humiliation, la saleté, le regard des autres. Il n'a pas dit un mot, il est juste parti en courant. Et moi, je suis resté là, la chaussette toujours à la main, avec un nœud à l'estomac. Je ne m'étais jamais senti aussi minable. J'étais saoul, mais pas assez pour ne pas comprendre ce que je venais de faire. Il ne m'a plus jamais adressé la parole après ça. Aucun message, aucun appel, aucun regard. J'ai tenté de m'excuser plusieurs fois, mais il m'a ignoré à chaque tentative. Cette soirée-là, j'ai perdu un ami, et je l'ai fait de mes propres mains, pour une blague idiote. J'ai trompé ma femme un mois après la naissance de notre 3e fils. C'est terrible de savoir que je ne peux pas revenir en arrière. 18 ans plus tard, je ne me sens toujours pas capable de lui demander pardon. C'est arrivé en 2004. J'ai déménagé, on a fait une thérapie, on a parlé des raisons et de ce qu'il fallait faire maintenant. J'étais chez nous avec les enfants, on jouait pendant que je regardais les séries de championnat de la Ligue américaine. Elle était sur le canapé. Cette année-là, Boston est revenu pour battre les Yankees. Je crois que c'était le 7e match, mais je n'en suis pas sûr. Elle n'a jamais été fan de baseball à la télé, mais elle avait vraiment suivi les Red Sox pendant cette post-saison. Après la fin des World Series, j'étais dans le jardin en train de travailler pendant que les enfants jouaient dehors. Elle est sortie avec une boîte pour moi. À l'intérieur, il y avait une casquette des Red Sox, on vit à Atlanta, et je ne suis pas fan de Boston. Dans la casquette, il y avait un mot de ma femme qui disait « Je me dis que si Boston peut revenir et battre tous les pronostics, alors nous aussi. Je t'aime. » J'ai toujours ce mot dans mon portefeuille. Il me rappelle que l'excitation de la conquête n'a rien à voir avec la joie de terminer la course avec la personne avec qui on l'a commencé. Parfois, on peut faire des choses vraiment terribles sans aucune intention ni même conscience de ce qu'on fait. J'étais jeune et je fréquentais une femme vraiment gentille, qui traversait une période très difficile à cause de problèmes de santé physique qui l'avaient plongée dans une profonde dépression. On ne vivait pas ensemble, mais j'allais souvent chez elle tôt le matin pour prendre le petit déjeuner et lui montrer que j'étais là, que je la soutenais. Un soir, je suis sorti boire avec des amis, et le lendemain matin, j'ai dormi trop longtemps. J'ai fini par l'appeler pour lui dire que je ne pourrais pas passer. Ce jour-là, pendant que j'étais au travail, elle s'est suicidée. Avec le temps, j'ai compris que ce n'était pas de ma faute, que je n'étais pas responsable au sens strict du terme. Chacun fait ses propres choix, et sa douleur devait être bien plus profonde que ce que je pouvais deviner. Mais malgré tout, je regretterai toujours ce matin-là. Ce moment où j'ai été négligent, où je n'ai pas été là. Si je pouvais revenir en arrière et changer une seule décision dans toute ma vie, ce serait celle-là. Quand j'avais 17 ou 18 ans, à l'époque du lycée, j'avais un sérieux problème avec l'alcool. C'était vraiment grave. Je prenais des décisions dangereuses, du genre à risquer non seulement ma propre vie, mais aussi celle des autres. Ce n'est pas une excuse, mais je traversais une période très difficile chez moi.
Je me débattais avec un trouble de stress post-traumatique et j'essayais de m'en sortir en m'automédiquant. Une fois, je conduisais complètement ivre dans un parking. J'ai reculé sans faire attention et percuté un SUV. J'ai brisé un de ses phares, peut-être même abîmé le pare-choc, mais je ne suis pas resté. Je suis parti aussitôt. De retour chez moi, j'ai menti à mes parents en leur disant que quelqu'un m'avait embouti sur un parking. Ensuite, j'ai versé de l'eau chaude sur la bosse de ma voiture pour la redresser, et on ne voyait presque plus rien. J'ai enterré ça dans un coin de ma mémoire, mais ça m'a toujours rongé. Aujourd'hui j'ai 25 ans. Je vais beaucoup mieux, mais je n'ai jamais oublié cet incident. J'y repense souvent. Je donnerais beaucoup pour pouvoir retrouver cette personne, lui présenter mes excuses et lui rembourser les réparations. Mais je n'ai aucun moyen de savoir qui c'était, ni même où c'est arrivé exactement. C'est un souvenir flou, mais la culpabilité, elle, est restée très nette. Depuis cette époque, je n'ai plus jamais conduit en ayant bu. Même après un seul verre, je refuse de prendre le volant. J'ai compris à quel point ce que j'ai fait était grave, immature et incroyablement irresponsable. Je ne cherche pas à me dédouaner. Ce que j'ai fait était inexcusable. Et même si j'ai changé, même si j'ai grandi, je pense que certaines erreurs méritent qu'on s'en souvienne, justement pour ne jamais les recommencer. À la fin des années 80, j'étais encore un gamin, quelque part entre l'enfance et l'adolescence. Un jour, pendant des vacances d'hiver, j'étais sur une piste de ski, complètement hors de contrôle. J'allais beaucoup trop vite pour mon niveau, mais au lieu de freiner ou de me laisser tomber en arrière, j'ai paniqué. J'ai foncé tout droit, sans réfléchir, vers la file d'attente en bas de la pente. Je me suis écrasé de plein fouet sur une femme qui attendait son tour. Le choc l'a projetée violemment en l'air, comme si elle avait volé sur plusieurs mètres. J'ai su tout de suite que c'était grave. Elle ne s'est pas relevée. Plus tard, j'ai appris qu'elle s'était cassé la jambe. C'était entièrement ma faute. Et pourtant, dans la confusion, j'ai fait semblant d'avoir été blessé moi aussi. Je me suis allongé dans la neige, j'ai gémi un peu, comme si j'étais juste une autre victime du chaos. Personne ne m'avait vu dévaler la piste, alors j'ai profité de ce flou pour éviter les questions. Ce jour-là, j'ai fui mes responsabilités comme un lâche. Ce n'était clairement pas un de mes moments les plus glorieux. J'y repense encore parfois, surtout quand je vois des enfants faire des erreurs similaires. Je me dis que j'aurais dû rester là, admettre ce que j'avais fait, même si j'avais peur. C'était une erreur de gamin, oui, mais ça n'enlève rien à la douleur que j'ai causée à cette femme. J'espère qu'elle a pu guérir complètement et que cet accident ne l'a pas trop marquée. Un jour, mon petit frère a soudainement pris la fuite, courant à toute vitesse dans la rue. Il savait ce qui l'attendait. Mon père était furieux, et il allait le frapper. Je ne me souviens même plus de la raison exacte, mais la colère dans les yeux de mon père disait assez. Il m'a crié de courir après lui, de le rattraper, de le ramener. Je l'ai poursuivi, hésitant, la gorge serrée. Il pleurait en courant, mais il n'allait pas bien loin. Il n'avait nulle part où aller. Quand je l'ai finalement attrapé, il s'est débattu un peu, puis il s'est effondré. Je l'ai pris par le bras et je l'ai ramené à la maison. Dès que nous sommes rentrés, mon père l'a attrapé sans dire un mot. Il a saisi une planche, une sorte de vieille latte de bois, et il l'a frappé. Plusieurs fois. Moi, je suis resté figé. Je ne sais même pas pourquoi je n'ai rien fait. J'étais paralysé. Peut-être que je pensais que c'était normal, que ça faisait partie de notre quotidien, ou peut-être que j'étais juste trop jeune pour comprendre que ça ne devait jamais arriver. Ce souvenir, je ne l'ai jamais vraiment raconté à personne. Il revient parfois, sans prévenir, comme une vieille scène gravée au fond de la mémoire. Et chaque fois, je me demande si mon frère se souvient lui aussi, s'il m'en veut de l'avoir ramené ce jour-là, ou s'il comprend que j'étais juste un gamin pris entre deux peurs. Quand j'avais 18 ans,
une amie et moi étions en voiture quand une autre voiture, avec des filles de notre âge, nous a coupé la route. Ou en tout cas, c'est ce qu'on a cru sur le moment. On était jeunes, impulsifs, et on a réagi comme des idiots. Au lieu de laisser passer, on a décidé de les suivre. Elles ont fini par s'arrêter sur le parking d'un hôtel et sont entrées à l'intérieur. On est resté dans la voiture un moment, à ruminer, à monter en pression, à se convaincre qu'on avait été humiliés. Puis on est sorti, et on s'est approché de leur voiture. On l'a rayé de chaque côté, sans retenue. Sur le capot, on a gravé « Nique ta mère » avec une clé, comme si c'était un message justifié. C'était absurde, violent et gratuit. Le problème, c'est qu'elles avaient pris le temps de noter la plaque d'immatriculation. C'était la voiture de mon ami. La police a été contactée, évidemment. Et quand elle m'a dit qu'il l'avait retrouvée, j'ai paniqué. Je lui ai dit que je prendrais ma part, que je l'aiderais à payer l'amende. Mais après ça, j'ai disparu. Plus de messages, plus d'appels, plus rien. Je l'ai complètement laissé porter la faute seule, comme si je n'avais rien fait. Avec du recul, c'est probablement la chose la plus dégueulasse que j'ai faite. Je me suis comporté comme un lâche. J'ai détruit la voiture de quelqu'un sans raison valable, j'ai trahi une amie, et je n'ai pas assumé mes actes. Quand j'avais environ 15 ans, un de nos voisins nous a arrêtés en pleine route pour nous hurler dessus parce qu'on faisait du kart dans le chemin. Pourtant, c'était un chemin de terre en pleine campagne, sans circulation, le genre d'endroit idéal pour ça. Il s'est comporté comme un vrai connard, agressif sans raison, comme s'il avait une haine personnelle à régler. Je ne sais pas d'où m'est venue l'idée, mais en rentrant chez moi, j'ai appelé la compagnie d'électricité. J'ai pris une voix un peu plus grave et j'ai prétendu être ce voisin. Je leur ai dit qu'on déménageait et que je voulais qu'ils coupent l'électricité à partir du lendemain. À cette époque, dans les années 80, ils ne demandaient presque rien. Ils se contentaient du nom et de l'adresse. La personne au téléphone m'a confirmé que c'était noté et que ce serait fait. Je ne sais pas exactement ce qui s'est passé ensuite, mais j'imagine la tête du voisin en rentrant chez lui un soir, trouvant tout coupé, sans frigo, sans lumière, et sans explication. Peut-être qu'il a dû passer des heures au téléphone à comprendre ce qui se passait, peut-être même qu'il a râlé comme un fou contre les employés de la compagnie. En tout cas, moi, ça m'a soulagé. Ce n'était peut-être pas très mature, mais à cet âge-là, c'était ma manière de rendre les coups. Et franchement, je pense qu'il l'avait bien cherché. J'ai remis un avis d'expulsion à une femme la veille de Noël. Elle venait tout juste de sortir de l'hôpital, encore allongée sur son canapé, incapable de se lever. Son mari dormait à côté, épuisé, profitant des rares heures de repos qu'il avait entre ses 3 emplois. C'est la pire chose que j'ai jamais faite. Elle ne m'a pas crié dessus, ne s'est pas défendue, elle a juste hoché la tête avec une tristesse résignée. Elle m'a même remercié d'avoir été polie, ce qui a rendu le moment encore plus insupportable. J'ai senti un poids énorme s'abattre sur moi en quittant leur maison, comme si j'avais piétiné quelque chose de fragile que je ne pourrais jamais réparer. J'ai quitté ce travail peu de temps après. J'en avais assez de servir des papiers à des gens déjà au bord du gouffre, comme si j'étais le dernier coup de pelle sur leur dos. Je repense souvent à elle. À son regard. À ce canapé trop petit pour 2 personnes écrasées par la vie. Elle était gentille, douce, sans une once d'amertume dans la voix. Et moi, j'étais le type avec une enveloppe à la main, le visage d'un système qui ne lui avait laissé aucune chance. Putain. J'ai balancé une remarque méchante et totalement gratuite sur l'une de mes amies les plus proches, juste pour avoir l'air cool devant les autres. Je ne sais même pas pourquoi je l'ai dit, c'était idiot, cruel, et surtout faux. Le pire, c'est qu'elle était là, dans la pièce, assise juste en face. Elle a entendu chaque mot. Son visage s'est figé, elle a rougi d'un coup, et j'ai vu ses yeux se remplir. Elle ne disait rien, mais on voyait tout dans son regard. Un mélange de blessure,
de surprise, et de cette gêne brutale qu'on ressent quand on comprend que quelqu'un qu'on croyait proche vient de nous enfoncer pour faire rire les autres. À ce moment-là, j'aurais voulu disparaître. M'effondrer sous la chaise, creuser un trou et ne plus jamais revenir. Parce que je savais que j'avais merdé. Et que je le méritais. Je n'ai même pas su quoi dire sur le moment. J'étais figé, lâche, honteux. Elle a baissé les yeux, a gardé le silence, mais l'ambiance avait changé pour tout le monde. Personne ne riait vraiment. Je pense que c'est ce jour-là que j'ai compris à quel point une seule phrase peut briser quelque chose qui semblait solide. Et depuis, j'y repense souvent. Elle comptait sur moi. Et moi, je l'ai trahi pour gagner l'approbation de gens qui, au fond, n'ont jamais vraiment compté. Ce n'est pas une histoire qui m'est arrivée, mais un collègue m'a raconté un jour quelque chose qui m'a vraiment retourné. Quand sa femme a accouché de leur fils, après des heures de travail épuisant, après avoir tout donné pour mettre leur enfant au monde, elle a enfin réussi à s'endormir, vidé, le corps en morceaux. Lui, pendant ce temps, est sorti de l'hôpital. Et il est allé coucher avec une autre fille. Il me l'a raconté comme si c'était une anecdote banale, presque avec un sourire gêné, mais pas vraiment honteux. Comme s'il cherchait à être compris, ou même admiré pour sa franchise. J'étais là, à l'écouter, incapable de répondre quoi que ce soit. Je n'arrive toujours pas à comprendre comment on peut faire ça. Pas seulement l'infidélité, mais le moment choisi. Ce que ça représente. Sa femme venait de risquer sa vie pour donner naissance à leur enfant. Et lui, au lieu de rester à ses côtés, de la soutenir, de regarder leur fils dormir pour la première fois, il a choisi de disparaître dans la nuit pour satisfaire un besoin pathétique. Je ne l'ai plus jamais regardé de la même façon. Quand j'avais 17 ans, ma grand-mère était en train de mourir. Elle était tout pour moi, la seule personne dans cette famille qui avait toujours été douce, patiente et vraiment présente. La voir s'éteindre lentement me brisait de l'intérieur, et je ne savais pas comment gérer cette douleur. Un soir, submergé par la colère et l'impuissance, j'ai explosé. J'ai regardé mon grand-père et, sans réfléchir, je lui ai dit qu'il aurait dû être à sa place. Que personne ne voulait de lui. Que ce n'était pas juste que ce soit elle qui parte. Il n'a rien dit. Il m'a juste regardé. Pas avec de la haine, pas même avec de la tristesse. Juste un vide. Comme s'il comprenait qu'il ne comptait pas vraiment, même pour sa propre famille. Et moi, je suis resté là, paralysé, dévoré par la honte de mes propres mots, mais incapable de les reprendre. Je ne peux pas me souvenir de cette scène sans ressentir un nœud au ventre. Je savais qu'il n'était pas un homme facile, pas aimé, souvent ignoré. Mais ce que j'ai dit ce jour-là, je l'ai dit pour blesser. Par égoïsme. Parce que je ne voulais pas perdre celle qui m'avait toujours protégé. Et j'ai sacrifié quelqu'un d'autre avec des mots cruels, juste pour me sentir moins impuissant. Je regrette cette phrase plus que tout. Elle m'a suivi longtemps. Peut-être qu'elle le suit encore, lui aussi. Après que ma mère a eu un AVC qui l'a presque laissée paralysée, je suis allé la voir à l'hôpital. Elle dormait, le corps affaibli, les machines autour d'elle faisaient ce bruit constant et sourd qu'on entend dans toutes les chambres de soins intensifs. J'étais seul, debout à côté de son lit, à la regarder. Et c'est là, à voix basse, que je lui ai murmuré que j'espérais qu'elle meure. Que ce serait mieux pour elle, et surtout pour moi. Que sa mort me libérerait enfin du poids d'avoir eu une mère comme elle. Je ne sais pas si elle m'a entendu. Elle n'a pas bougé. Elle n'a rien dit. Mais quelque chose en moi s'est figé juste après. Comme si j'avais franchi une ligne que je n'aurais jamais pensé approcher. Je ne dis pas ça pour chercher à être pardonné. Parce que la vérité, c'est qu'elle m'a détruit. Pendant toute mon enfance, elle a été absente là où elle aurait dû être présente. Elle a été cruelle là où j'aurais eu besoin de tendresse. Elle a été un mur, une gifle constante, une absence même quand elle était dans la pièce.
Je ne me souviens pas d'un seul moment où je me suis senti aimé ou en sécurité avec elle. Mais ce que j'ai dit ce jour-là, même si ça venait d'une douleur profonde, même si c'était peut-être la seule façon que j'avais de lui rendre ce qu'elle m'avait fait, ça m'a hanté. Parce que c'était brutal. Parce que c'était vrai. Et parce que personne ne devrait en arriver là avec sa propre mère. On ne se parle plus depuis longtemps. Peut-être que c'est mieux ainsi. Mais parfois, dans le silence, je repense à cette chambre, à cette phrase, et au poids qu'elle a laissé derrière elle. J'ai matché avec un faux profil sur Tinder. J'ai complètement arrêté de réfléchir et j'ai suivi ce que je croyais être une opportunité sans risque. On a commencé à discuter, elle m'a proposé un appel vidéo assez vite, et j'ai dit oui, sans poser de questions, sans chercher à comprendre. Pendant l'appel, elle m'a chauffé, m'a mis en confiance, et je me suis retrouvé avec ma bite à l'air devant la caméra. En quelques minutes, c'était fait, elle avait enregistré. Puis le ton a changé. Elle m'a menacé, m'a montré la vidéo, m'a balancé des noms de gens sur ma liste d'amis, et m'a dit qu'elle enverrait tout à tout le monde si je ne payais pas. Mon cœur s'est arrêté. J'étais en sueur, paniqué, incapable de penser clairement. Mais j'ai fini par me ressaisir. J'ai pris sur moi et je suis allé voir la police. Je leur ai tout expliqué, même si j'avais honte. Ils m'ont aidé à déposer plainte, à faire le nécessaire pour qu'elle se calme. Et ça a suffi. Elle a disparu. Peut-être qu'elle a eu peur, peut-être qu'elle a juste trouvé une autre cible. Ce que je retiens, c'est que j'ai mis ma dignité entre les mains d'une inconnue pour une montée d'adrénaline minable. C'est de loin la chose la plus conne et la plus humiliante que j'ai faite. Je le dis franchement, les gars, ne laissez jamais votre queue prendre le contrôle. Pensez avec votre tête. Vous n'êtes jamais à l'abri d'un piège bien ficelé. J'étais enseignante, mère d'un tout petit, étudiante en fin de master, et en train de perdre mon père à cause d'un cancer. Mon mari, lui, venait de commencer un nouveau travail, il bossait sans arrêt, et j'étais seul face à tout ça. J'avais 212 élèves à gérer au quotidien, des copies à corriger, des réunions, des cours à préparer. Il n'y avait plus une minute à moi, plus un instant de pause. Et j'ai craqué. J'ai commencé à prendre de l'Adral. Au début, c'était juste pour tenir pendant les périodes les plus intenses. Puis c'est devenu un réflexe. Je broyais les cachets, 4 par jour, que je sniffais en cachette, au travail, entre 2 cours ou dans les toilettes. C'était rapide, discret, et ça me transformait en machine. L'énergie montait en flèche, je pouvais tout faire, tout affronter. Je n'étais plus fatigué, plus dépassé. J'étais fonctionnel. Le soir, je redescendais. Je prenais des somnifères pour dormir, espérant que quelques heures suffiraient avant de recommencer. Chaque journée était une boucle épuisante, mais au moins, j'étais efficace. Je donnais le change. Personne ne s'en rendait compte, ou alors personne n'osait poser de questions. Je savais que c'était dangereux, que c'était une pente glissante, que je jouais avec ma santé, ma carrière, mes responsabilités. Mais à ce moment-là, j'avais l'impression que c'était ça ou m'effondrer. J'étais au bord du gouffre, et ce truc m'évitait de tomber. Ce n'est pas une fierté. C'est l'une des choses les plus sombres que j'ai faites. Mais c'est aussi le signe qu'on peut être entouré de gens, plein de rôles à remplir, et malgré tout être complètement seul et noyé. En 4e, c'était la dernière semaine de cours et on devait rendre un gros devoir d'histoire pour clôturer l'année. J'étais du genre à tout repousser, à laisser les choses traîner jusqu'à ce que ça devienne ingérable. Et là, j'étais clairement coincé. Je n'avais rien préparé, rien écrit, rien du tout. Et je savais que si je rendais rien ou que j'avais une mauvaise note, j'allais être cloué au sol à la maison. Un jour, en classe, notre prof nous dit qu'il a reçu plusieurs projets sans nom, et qu'ils sont posés sur son bureau en attendant que leurs auteurs se manifestent. C'est là que l'idée m'a frappé. J'ai marché jusqu'à la pile, tranquillement,
comme si je vérifiais quelque chose. Et je suis tombé sur un projet sur les armes de la guerre de sécession, canon, mousquet, truc du genre. Super bien fait en plus. Et là, je vois qu'il y a un nom, mais écrit en crayon sur du papier noir, quasiment illisible. Alors je l'ai effacé. Juste comme ça. Sans réfléchir plus loin. J'ai mis mon nom à la place, et je l'ai rendu comme si c'était le mien. Et ça a marché. Jamais été grillé. Pas un mot du prof, pas une question. J'ai eu une bonne note. Je suis rentré chez moi avec l'impression d'avoir évité la tempête. Quand j'étais à la fac, je bossais comme manager de nuit dans un fast-food. Juste à côté, il y avait un Subway, et on avait une espèce de guerre de blagues qui traînait depuis des mois. C'était d'abord bon enfant, des affiches déplacées, des commandes ridicules, des condiments planqués là où il ne fallait pas. Mais comme toutes les histoires de ce genre, ça a fini par dégénérer. Un soir, après une longue journée, j'ai eu une idée. Trop drôle sur le moment, trop cruel avec du recul. J'ai pris un vieux steak haché complètement pourri, oublié depuis des jours dans une boîte de l'arrière-cuisine. Il était gluant, brun vert, puant. Je l'ai plié, compressé, et je l'ai enfoncé dans la cavité intérieure de la poignée du coffre de la voiture du manager du Subway. Juste assez pour que ce soit invisible. Juste assez pour que, quand il a mis la main pour ouvrir, il s'enfonce les doigts dans de la viande morte. Le lendemain, le silence. Plus de blagues. Plus de vannes. La guerre était finie. Et moi, j'ai pas pu m'en réjouir longtemps. Parce que je savais que j'étais allé trop loin. Il y a une frontière entre le ridicule et le dégueulasse, entre se moquer et humilier. Et j'avais clairement basculé du mauvais côté. À chaque fois que j'y repense, je revois sa tête, j'imagine l'odeur, la texture sous ses doigts, le moment où il a compris ce que c'était. Quand j'étais marié, mon ex-femme et moi sommes sortis dans un bar avec un couple d'amis. C'était surtout ses amis à elle, pas vraiment les miens. La femme du couple n'a pas caché qu'elle ne m'aimait pas et a passé la soirée entière à m'attaquer verbalement, sans aucune retenue. Plus elle buvait, plus ses remarques devenaient cruelles et gratuites. À chaque fois que je tentais de répondre, son mari ou mon ex-femme m'interrompait. Je devais encaisser sans riposter, comme si c'était normal. À un moment, elle s'est levée pour aller aux toilettes. En se redressant de sa chaise, l'un des pieds a cédé et elle s'est effondrée face contre le sol. Son nez a immédiatement commencé à saigner. Mon ex-femme et cette femme sont partis ensemble aux toilettes. Son mari s'est précipité pour prévenir un responsable du bar. Pendant ce moment de flottement, j'ai échangé discrètement sa chaise cassée avec une autre venant d'une table voisine. Quand le manager est arrivé, j'ai affirmé que la chute n'avait rien à voir avec la chaise. J'ai dit qu'elle était ivre et qu'elle avait simplement perdu l'équilibre. Plus tard dans la soirée, personne n'a remis en question ma version des faits. Le bar n'a pas été tenu pour responsable, et malgré sa blessure, elle a quitté les lieux sans que ses attaques reprennent. Ce soir-là, pour la première fois, j'ai eu le dernier mot sans dire un seul mot. Tu vois les sacs de feuilles mortes que les gens laissent bien rangés au bord de la rue, prêts pour la collecte? Quand j'étais ado, on trouvait ça trop tentant. Avec quelques potes, on attendait que la nuit tombe, puis on sortait dans le quartier. On allait de maison en maison, on ouvrait les sacs et on revidait toutes les feuilles sur les pelouses, parfois même sur les allées ou les porches. On se marrait comme des idiots en courant dans le noir, persuadés d'être de vrais rebelles. C'était notre petite tradition d'automne. On ne pensait jamais aux gens qui allaient devoir tout ramasser une deuxième fois, ni au temps qu'ils avaient passé à ratisser leur jardin. Pour nous, c'était juste un jeu, une façon de défier les adultes sans vraiment faire de mal. Mais maintenant, avec un peu de recul, je me rends compte à quel point c'était nul. Si quelqu'un faisait ça devant chez moi aujourd'hui, je serais furieux. Refaire tout ce boulot pour rien, voir ses efforts gâchés par une bande de gamins qui rigolent dans l'ombre, c'est franchement déprimant.
Ce qui nous semblait drôle à l'époque n'était qu'un manque total de respect. Je me demande parfois combien de personnes ont dû se réveiller le lendemain en pensant qu'un animal avait retourné leur sac, sans jamais imaginer qu'une bande d'ados stupides s'amusait à ruiner leur soirée. Il y a quelques années, j'ai pris l'avion pour passer des vacances au Maroc. Tout se passait bien jusqu'à un après-midi à la piscine de l'hôtel. Mon corps, pas encore habitué à la chaleur, à l'eau, à la nourriture locale, bref, à la combinaison infernale des trois, a commencé à m'envoyer un signal d'alarme très clair. En quelques secondes, j'ai senti que quelque chose de terrible, d'incontrôlable et d'éminemment liquide allait sortir de moi. J'ai bondi hors de la piscine, encore dégoulinant, j'ai couru à travers le hall comme un fugitif traqué par le destin. Je remontais les étages vers ma chambre, persuadé que j'allais y arriver. Mais non. À une dizaine de mètres de la porte, j'ai senti que c'était fini. Mon corps avait signé la capitulation sans me consulter. Il n'y avait personne dans le couloir, c'était l'heure du déjeuner, tout était silencieux. Et là, comme un animal pris au piège, j'ai cherché une solution de survie. J'ai vu un immense pot de fleurs, un genre de jardinière décorative posée près de l'ascenseur. J'ai regardé à gauche, à droite, le sol, le plafond, et j'ai pris ma décision. Je me suis approché, j'ai baissé mon maillot de bain trempé, et j'ai vidé dans ce pauvre pot tout ce que mon estomac avait décidé de rejeter. C'était brutal, sans gloire, une guerre éclair version intestinale. Une fois le carnage terminé, je me suis rhabillé à moitié, la tête baissée, et j'ai filé dans ma chambre comme si rien ne s'était passé. Je pense encore à cette femme de ménage qui a dû découvrir ça. Elle n'avait rien demandé. Juste venue pour faire son travail, et là, bam, l'enfer dans une jardinière. Le pire, c'est que je n'ai même pas pu laisser un pourboire. Rien pour compenser l'horreur. Juste un silence coupable et une fuite discrète. Aujourd'hui, j'y repense comme à un secret sale que je ne pourrai jamais vraiment laver de ma conscience. Quand j'étais gamin, il y avait dans mon quartier un couple de voisins qui nous pourrissaient la vie. Pour eux, tout ce qu'on faisait était un problème. Jouer au foot dans la rue? Interdit. Faire du bruit après l'école? Intolérable. Se cacher derrière leur voiture pendant une partie de cache-cache. Carrément un crime. À force, ils nous surveillaient comme des policiers de quartier autoproclamés, prêts à sortir pour râler dès qu'on osait respirer trop fort. Un jour, on en a eu marre. Vraiment marre. On s'est retrouvés à 4 ou 5, tous frustrés, tous avec cette énergie qu'ont les enfants quand ils décident que c'est le moment de se venger. Alors on a mis au point un plan aussi simple que radical. On a discrètement pris leur tuyau d'arrosage, on l'a glissé dans leur boîte aux lettres. Chez nous, c'est une ouverture dans la porte, donc ça donne directement à l'intérieur de la maison, et on a ouvert l'eau à fond. Puis on a couru. Pas un regard en arrière. Pas un mot. Juste cette impression d'avoir frappé un grand coup. On n'a jamais su ce qui s'était passé à l'intérieur. On n'a pas voulu savoir. On n'en a même jamais reparlé entre nous, comme si on avait signé un pacte silencieux. Mais dans mon esprit, je vois encore les rideaux trempés, le tapis imbibé, l'eau ruisselant sous la porte d'entrée. Je vais balancer ma petite sœur, et franchement, c'est mérité. Pendant le divorce de nos parents, à l'époque où la garde était encore en train d'être décidée, on nous forçait à assister à des séances de thérapie familiale. J'avais 12 ans, elle en avait 8. On détestait ça. On détestait l'odeur des fauteuils en tissu fatigué, le bruit du stylo du thérapeute qui prenait des notes en douce, et surtout la manière dont il regardait notre mère, comme s'il était de son côté dès le départ. On avait des soupçons, même à cet âge-là. On se disait que quelque chose clochait, qu'il se passait un truc entre elle et le conseiller. Rien n'a jamais été confirmé, mais c'était une intuition d'enfant à la fois naïf et furieux. On aimait notre mère, mais on aimait aussi notre père. Et le voir se faire écarter petit à petit, pendant que le seul adulte, neutre, dans la pièce semblait valider toutes les paroles de notre mère comme des vérités absolues, c'était dur.
ça devenait insupportable. Un jour, on nous a laissés seuls dans son bureau. Je ne me rappelle plus pourquoi. Peut-être qu'il pensait qu'on allait faire un coloriage ou lire un magazine moisi sur une chaise en plastique. Mais non. Ma sœur m'a regardé avec cette étincelle dans les yeux qu'elle n'avait que quand elle allait faire une connerie mémorable. Elle a pointé la petite poubelle en métal près du bureau, celle avec le fond recouvert de vieux mouchoirs et de trombones. Elle m'a dit « Je vais chier là-dedans. Il va voir ». Et elle l'a fait. Sans hésiter. Comme si son minuscule acte de sabotage pouvait rééquilibrer la balance du monde. J'étais à la fois sidéré, mort de rire, et bizarrement ému. Elle n'avait pas les mots pour dire ce qu'elle ressentait, alors elle a parlé avec ses tripes. Littéralement. Il y a quelques années, j'ai essayé de mettre fin à mes jours. J'étais dans un état de dépression si profond que je ne voyais plus d'issue. Mon esprit était envahi par une douleur constante, un vide que rien ne semblait pouvoir combler. Ce jour-là, dans un moment de désespoir total, j'ai mis le feu à mon propre corps. Je ne cherchais pas à attirer l'attention. Je voulais juste que tout s'arrête. Les conséquences ont été terribles. J'ai passé 4 mois à l'hôpital, entre la vie et la mort. J'ai subi 14 greffes de peau. Chaque opération était une nouvelle épreuve, physiquement et mentalement. Mais le plus dur, c'est que ma dépression n'a pas disparu. Elle s'est même aggravée. Je me suis retrouvé coincé dans un corps en souffrance, avec un esprit encore plus brisé qu'avant. Je ne me reconnaissais plus. Il m'a fallu beaucoup de temps, énormément de soutien, et des années de reconstruction, intérieure autant qu'extérieure, pour aller mieux. Aujourd'hui, je suis encore là. Je ne dirais pas que tout est parfait, mais je vais bien. J'ai fini par comprendre que survivre ne veut pas seulement dire continuer à respirer. C'est aussi apprendre à vivre avec ses cicatrices, même quand elles racontent des histoires qu'on aurait préféré oublier. Quand j'avais 15 ans, j'ai délibérément cherché à tomber enceinte. C'est une vérité que je n'ai jamais dite à personne. Chez moi, rien ne fonctionnait. Ma mère et moi, on ne se comprenait plus depuis longtemps. On ne se parlait plus vraiment, ou alors seulement pour se blesser. J'étais seul, invisible dans ma propre maison. C'est à ce moment-là qu'un homme beaucoup plus âgé est entré dans ma vie. Il avait presque 10 ans de plus. Il m'a fait croire que j'étais spéciale, importante, comme si j'étais enfin quelqu'un. Je comprends maintenant qu'il me manipulait, qu'il profitait de mon isolement. J'ai fini par aller vivre chez lui. Ma mère dira que j'ai fugué. Moi, je pense plutôt qu'elle m'a laissé partir sans se retourner. Elle ne m'a jamais appelé. Jamais cherché. Elle a juste laissé faire. Au bout d'un moment, la réalité m'a rattrapé. Ce n'était pas une histoire d'amour. Ce n'était pas un refuge. C'était une prison, une relation pleine de déséquilibre, de contrôle, de silence pesant. Et j'ai commencé à chercher un moyen de m'en sortir. Je savais qu'à 16 ans, si j'étais enceinte, je pouvais demander des aides, un logement dans un foyer pour jeunes mères. Ce serait difficile, oui, mais ce serait à moi. Ce serait loin de lui. Alors je n'ai rien fait pour éviter la grossesse. Je l'ai laissé faire, encore et encore. J'ai attendu que ça arrive. Ce n'est pas quelque chose que je pourrais dire à mon enfant. Jamais. Parce que cet enfant, je l'aime. Je l'ai voulu, mais pas pour les raisons qu'un enfant mérite d'entendre. Il n'a jamais été un outil, et aujourd'hui, il est bien plus que ce passé. Mais ce que j'ai fait à 15 ans, je le porte encore en silence. Quand mon frère a été condamné pour possession de pornographie infantile, c'était déjà un enfer. Mais ce que personne dans la famille ne sait, c'est qu'il m'avait agressé bien avant ça. J'étais jeune, et j'ai gardé ça pour moi. Aujourd'hui encore, je continue de me taire. Ma mère, elle sait. Elle sait ce qu'il a fait. Et malgré ça, elle continue de l'inclure comme si de rien n'était.
Elle lui permet de venir en vacances familiales, elle nous fait jouer la comédie. Elle me demande de rester silencieuse pour ne pas faire de vagues, pour que tout ait l'air normal. Alors je fais semblant. On sourit, on échange quelques mots autour d'une table, et tout le monde pense qu'on est une famille ordinaire. En réalité, chaque moment passé à faire comme si rien ne s'était passé me coûte quelque chose. Je me suis tue pour éviter encore plus de chaos. Parce que quand il a été arrêté, toute ma vie est tombée en morceaux. Les regards, les rumeurs, les jugements, et pourtant personne ne savait le pire. Personne ne savait ce qu'il m'avait fait à moi. Je n'avais plus l'énergie pour expliquer. J'ai voulu passer à autre chose, me convaincre que c'était derrière moi. Mais ce n'est jamais vraiment derrière. Je suis fatigué. Fatigué de me censurer, fatigué de vivre dans un mensonge, fatigué de protéger les gens qui ne m'ont pas protégé. Et même si je n'ai pas encore trouvé la force de parler aux autres membres de la famille, je sais une chose, ce secret m'empêche de guérir. Je ne suis pas prête parce que je suis faible. Je suis pas prête parce que j'ai déjà porté tout ça seul pendant trop longtemps. Parce que la vérité brûle, et parce qu'elle détruirait peut-être ce qui reste. Mais à force de silence, c'est moi qu'elle continue de brûler. Un jour, je parlerai. Parce que je mérite une vie où je n'ai plus à cacher ce qu'on m'a fait. Mon grand-père a été mis à la retraite anticipée à cause d'un handicap et s'occupait de moi pendant la journée tout l'été, jusqu'à ce que j'ai 11 ou 12 ans et que je puisse rester seul après l'école. Il me couvrait littéralement de cadeaux et d'attention. Il m'emmenait dans des parcs d'attractions, m'achetait des jouets, toutes sortes de choses. Mes parents lui ont demandé de se calmer un peu, parce que je devenais insupportable avec eux, capricieux et exigeant, vers mes 6 ou 7 ans. Un jour, après ça, j'ai dit à mon grand-père que je voulais retourner dans un parc d'attractions. Il m'a répondu que mes parents avaient dit non, mais que peut-être on pourrait y aller la semaine suivante ou celle d'après. J'ai été extrêmement déçu. Et comme l'enfant manipulateur que j'étais à l'époque, j'ai commencé à pleurnicher de manière théâtrale. Il m'a juste dit qu'il était désolé et qu'il ne voulait pas se fâcher avec mes parents. Alors je l'ai regardé et je lui ai dit « Tu ne m'aimes plus, hein ?» Il est devenu très triste en entendant ça et m'a répondu qu'il m'aimait énormément, mais qu'on ne pouvait pas y aller. J'ai continué. « Pourquoi tu ne m'aimes plus ?» À chaque fois que je le disais, il devenait de plus en plus bouleversé. Puis il a commencé à pleurer. J'ai fait pleurer mon grand-père de 56 ans. Le plus gentil homme que j'ai jamais connu. L'image de lui en larmes me disant « S'il te plaît, ne dis pas des choses comme ça », est gravée dans ma mémoire. Je crois que ça a été un des moments les plus importants de mon enfance sur le plan émotionnel. Sur le coup, je n'ai pas su le gérer. Je ne me suis même pas excusé. Je suis juste allé dans ma chambre. Il n'en a même pas parlé à mes parents. Ma mère m'a dit qu'à cette époque, on aurait dit que j'avais pris 10 ans de maturité d'un coup. Je suis devenu calme, poli, très respectueux. Et j'ai commencé à traiter mon grand-père avec beaucoup plus de douceur. Je n'ai pas réussi à lui présenter mes excuses avant mes 17 ou 18 ans, quand il était en train de mourir d'un cancer, et que j'ai découvert qu'il n'était même pas mon grand-père biologique. C'était le beau-père de ma mère. Juste un des meilleurs êtres humains que ce monde ait pu offrir. Et je lui dois une énorme partie de la personne que je suis devenue. Ramasser la tête d'un homme tombé de son cadavre en décomposition pendant que je travaillais pour une société de transport mortuaire fait clairement partie des moments les plus marquants de ma vie. Il y a aussi eu cette fois où j'ai dû prendre en charge le corps d'un petit garçon de 5 ans, écrasé par une bibliothèque. Sentir tous ces os fracturés bouger sous mes mains m'a vraiment profondément perturbé. En termes de comportement, je dirais que j'ai aussi fait des choses moches à l'adolescence. J'ai clairement essayé de saboter les relations de mes amis, simplement parce que j'étais aigri, seul, et mal dans ma peau. Les voir heureux ne faisait que me rappeler à quel point je ne l'étais pas. J'essayais donc de les tirer vers le bas, à mon niveau. Heureusement, la plupart de leurs relations étaient plus solides que mes conneries. Un jour, j'ai vu une femme littéralement s'effondrer sur le corps décapité de son fils.
À cette époque, je bossais pour un service mortuaire. Je faisais surtout des ramassages dans des maisons de retraite ou chez des gens sous soins palliatifs, avec une infirmière présente. Mais parfois, on recevait des appels du bureau du coroner. Une nuit, j'ai été envoyé sur une scène pas très loin de chez moi. Le coin était bouclé par les flics. Avec mon collègue, on a été guidé jusqu'à la salle de bain, où un homme s'était tiré une balle dans la tête avec un fusil de chasse, dans la douche. C'était un carnage, comme on peut s'y attendre. Mais à ce moment-là, je n'étais plus vraiment choqué par ce genre de scène. J'avais déjà vu des suicides, des overdoses, des corps en décomposition, des enfants. J'étais devenu assez insensible. On a mis le corps dans un sac, on l'a placé sur le brancard, et on sortait de la maison, au pire moment possible. La mère du gars venait d'arriver. Apparemment quelqu'un l'avait appelée. Elle s'est mise à hurler de manière hystérique, ce qui m'a immédiatement mis mal à l'aise. J'avais l'habitude des pleurs, de la tristesse silencieuse, des familles dans un autre coin de la maison. Mais là, c'étaient des cris déchirants, juste devant moi. Une première. Un flic a tenté de l'arrêter, mais elle s'est dégagée et a couru vers le brancard. Elle s'est effondrée dessus, sanglotant, tenant le sac mortuaire comme si elle allait s'y accrocher pour toujours. Elle se balançait d'avant en arrière tellement fort que j'ai dû retenir le chariot pour pas qu'il bascule dans l'herbe. Je suis resté là, planté, impuissant, pendant au moins 5 minutes, témoin d'une douleur brute, animale, sans filtre, sans pouvoir m'en détourner. Finalement, un flic est intervenu pour l'éloigner, disant qu'on devait partir. Elle a fini par lâcher prise. On a chargé le corps dans le véhicule, et après ça, tout est redevenu normal. Mais cette scène m'est restée. Parce que, à vrai dire, c'était comme me voir moi-même. À ce moment-là, j'étais suicidaire. Mon plan, c'était justement ça, un fusil dans la douche. La seule raison pour laquelle je ne l'avais pas encore fait, c'est parce que je voulais avoir mon propre appart, pour que mon coloc n'ait pas à me découvrir. Le gars avait à peu près mon âge. Et quand j'ai vu cette mère s'écrouler en hurlant, j'ai vu la mienne à sa place. C'est ce soir-là que j'ai décidé que ma mère ne vivrait jamais ça à cause de moi. J'ai juré que, peu importe à quel point je souffrais, je ne passerais jamais à l'acte. Le pire, c'est que ça n'a pas soulagé la douleur. Au contraire, c'est comme si ça l'avait rendue encore plus aiguë. Avant, j'avais une porte de sortie, une solution pour tout faire taire. Après ça, je me suis senti piégé. Je ne veux pas vivre, mais maintenant je ne peux plus mourir. Une fois, une fille pour qui je n'avais que très peu d'intérêt, mais avec qui j'avais des amis en commun, m'a envoyé un message disant en gros, « J'ai des sentiments pour toi et j'aimerais voir où ça pourrait nous mener. » C'était une fille gentille, vraiment, mais elle n'était pas mon type. Et comme je suis du genre à vouloir faire plaisir à tout le monde, j'étais très mal à l'aise à l'idée de devoir lui dire que je n'étais pas intéressé. Je sais ce que ça fait d'être rejeté. C'est dur, et je ne voulais pas faire vivre ça à quelqu'un d'autre. Le message que j'ai ensuite écrit à mon meilleur pote disait « Tue-moi maintenant, je crois qu'elle veut une relation. » Le truc, c'est que ce n'était pas censé être méchant envers elle personnellement. C'était juste ma panique face à la situation. Je ne voulais pas être là, c'est tout. Tu vois sûrement venir la suite. Oui, j'ai envoyé le message à la mauvaise personne. J'ai accidentellement envoyé le « Tue-moi maintenant » à la fille elle-même. J'ai réalisé ma connerie immédiatement. J'ai gelé, pendant 30 secondes, en essayant de trouver un moyen de m'en sortir sans passer pour le pire des connards. Mais j'ai vite compris qu'il n'y avait pas de manière de faire passer ça gentiment. J'ai essayé de m'expliquer, de lui dire que ce n'était pas dirigé contre elle, que c'était juste une réaction stupide, que je m'en voulais, qu'elle ne méritait pas ça. Mais bon, ça n'a rien changé. C'était trop tard. Je repense encore à ce moment et j'en ai toujours des frissons de honte. Ma grand-mère a emménagé chez nous quand j'étais adolescent, au moment où elle commençait à perdre la tête. Notre relation s'est vite détériorée.
Vivre avec elle, ce n'était pas comme lui écrire des lettres ou l'appeler au téléphone. Ce n'était pas de sa faute. Quand l'esprit s'en va, on change. Mais sincèrement, je ne la supportais plus. Tout était toujours de ma faute. Absolument tout ce qu'elle égarait, c'était moi qui l'avais volé, forcément. Elle refusait simplement d'accepter qu'elle ne se souvenait plus de ce qu'elle faisait ou de ce qu'elle rangeait. Le pire, c'était une fois où elle a piqué une crise à propos de photos qu'elle avait égarées, et a convaincu mes parents de fouiller ma chambre pendant que je hurlais que je n'y avais jamais touché. J'étais un ado. Pourquoi j'irais voler ces photos de jardin? Je pouvais juste aller dehors si je voulais le voir, merde. Une nuit, je me suis réveillé parce qu'elle m'appelait en criant mon prénom, encore et encore, avec cette voix nasillarde que j'avais appris à détester à force d'entendre ses accusations constantes. Elle était dans la salle de bain, juste en face de ma chambre. Je ne savais pas quelle heure il était. Je me suis dit qu'il devait être tôt, sûrement 5 heures du matin, l'heure où elle se levait d'habitude. J'ai cru qu'elle avait encore perdu quelque chose et qu'elle voulait m'accuser d'avoir fouillé sa salle de bain, où je ne mettais jamais les pieds. Alors je l'ai ignoré. J'étais en colère, fatigué, et j'ai fait comme si je ne l'entendais pas. Elle a continué à m'appeler pendant une bonne demi-heure, jusqu'à ce que ma mère se réveille enfin. J'ai pensé, voilà, maintenant c'est son problème, moi je peux dormir. Sauf que non. Ses reins venaient de lâcher brutalement. Elle vomissait et perdait du sang pendant tout ce temps. Elle ne m'appelait pas pour m'accuser de quoi que ce soit, elle appelait à l'aide. Elle avait 85 ans. Cette demi-heure n'aurait probablement rien changé. Mais elle a souffert plus longtemps que nécessaire. Et même si je sais que sa mort n'est pas de ma faute, sa souffrance, elle, me pèse. Je suis désolé, mamie. Celle-là est vraiment gênante, j'espère que personne ne découvrira jamais la vérité. Il y a quelques années, on commande chinois avec mon copain et sa famille, comme on le fait souvent avec notre petit resto habituel. Sauf que ce soir-là, ça ne passe pas du tout. 1 heure après avoir mangé, j'ai cette sensation affreuse, comme quand t'as tellement envie de faire caca que t'as la nausée. Je monte à l'étage et je ravage les toilettes. Détail important, il y a 2 salles de bain à l'étage, aucune au rez-de-chaussée, qui est aménagée un peu comme un petit appart où on dort, mon copain et moi. Une fois persuadé que mon ventre est vide, je redescends me coucher. Je me dis que je vais pouvoir dormir un peu. Raté. 30 secondes après m'être allongé, l'envie revient encore plus fort. Je cours à l'étage et là, horreur, les 2 salles de bain sont prises. Sa sœur refuse de sortir de la douche malgré l'urgence, et son père est lui aussi en train de se battre avec les toilettes. Je suppose qu'il vit à peu près la même chose que moi. Je retourne m'asseoir dans le lit en essayant de réfléchir pendant que mon ventre fait des bruits apocalyptiques. Je fais quoi? Je défonce la porte de la salle de bain et je traumatise sa sœur? Je fais les 30 minutes de route jusqu'à chez moi? Impossible. L'envie est trop pressante. J'ai même envisagé de me laisser aller dans mon pantalon et d'assumer la honte. Mais franchement, faire ça devant ma belle famille future, non merci. Je finis par me dire qu'il n'y a qu'une seule solution, aller dehors, comme la nature l'a prévu. Le jardin est super ouvert et la lune éclaire tout. Pas vraiment d'endroit discret, sauf sous le trampoline. Je me dis que personne ne l'utilise depuis des années, et qu'il est assez loin pour que personne ne vienne marcher là par hasard. Parfait. Je fais ce que j'ai à faire, tout en me prenant de la pluie sur la tête. Le trampoline agissait comme un toboggan à eau, donc je suis trempé. Je nettoie tout avec des serviettes et des lingettes, je rentre, et là je vomis direct dans la poubelle, entre le stress, la honte et le mal de ventre. Je nettoie ça aussi, puis je file me coucher. Pendant quelques jours, tout va bien. Jusqu'à ce que le père de mon copain me raconte en rigolant qu'il a été en retard au travail. Le chien s'était roulé dans de la merde et il a dû lui donner un bain. J'ai eu envie de vomir une 2e fois. Heureusement, tout le monde a cru que c'était une crotte d'animal.
Ma ville natale est plutôt moyenne voire pauvre. Il y a quelques riches planqués dans les bois, et l'un d'eux avait un fils qui allait au même lycée que nous. Ce connard passait son temps à harceler les gamins qui n'étaient pas aussi friqués que lui. Ce type a grandi, et l'été dernier il s'est acheté une Camaro. Il a enlevé le silencieux pour qu'elle fasse le plus de bruit possible, au point de réveiller toute la ville chaque fois qu'il passait. Le soir du Nouvel An 2021, il a décidé de gâcher une tradition locale en tournant en rond avec sa bagnole autour de la place centrale pendant la cérémonie d'allumage du sapin. Les gens chantaient des cantiques et se réunissaient pour un moment chaleureux, et lui, il faisait rugir son moteur comme un taré. L'été dernier, un pote et moi on s'est dit qu'il était temps de se venger, vu que personne ne faisait rien. Le père de mon pote possède une casse, et récemment ils avaient récupéré une vieille corne de train d'une locomotive diesel en fin de vie. On a passé une bonne semaine à la monter à l'arrière de son camion de boulot, en préparant notre coup avec soin. Un mois plus tard, on apprend que le gars organise une fête chez lui avec d'autres familles riches. On ne savait pas pourquoi, mais on a quand même décidé d'y aller. On s'est garé discrètement de l'autre côté de sa clôture. Juste au moment où ça commençait, on a déclenché la corne de train à plein volume, puis on a redémarré en trombe avant que qui que ce soit ne puisse réagir. Quelques jours plus tard, on a appris par des potes que la fête qu'on avait sabotée, c'était en fait une veillée funèbre pour son grand-père récemment décédé. Le jour avant que j'arrête complètement de boire de l'alcool, j'étais dans un état vraiment sombre, pour plein de raisons. Et clairement, je me servais de l'alcool comme d'une béquille. L'une des choses qui me tiraillait le plus à ce moment-là, c'était la maladie de mon cousin, qui déclinait à cause d'un glioblastome. Je le voyais peu à peu perdre le sens de lui-même, devenir incapable de suivre une conversation ou de comprendre ce qui se passait autour de lui. Il était jeune, il venait tout juste d'avoir 50 ans. Au début, il y avait encore un peu d'espoir, un peu de lumière, mais le glioblastome est un cancer du cerveau sans réel stade, et la fin est quasiment toujours inévitable. Le jour où j'ai arrêté de boire, c'était aussi le jour où je devais l'emmener à un institut de recherche pour son traitement mensuel et un rendez-vous de suivi. C'était la seule fois où on m'avait confié une responsabilité aussi importante. Normalement, c'était sa femme qui s'en chargeait. J'avais déjà aidé de plein de façons, comme passer du temps avec lui quand il aurait été seul, mais ce rendez-vous-là, c'était un moment crucial. La veille, dans ma dépression, j'ai bu jusqu'à m'anéantir. Et j'ai raté notre rendez-vous. Je lui avais promis que je serais là, quoi qu'il arrive. Et je ne l'ai pas été. Il a quand même pu aller à son rendez-vous, et il m'a dit que tout allait bien, qu'il comprenait, que de toute façon il savait que le combat était perdu. Mais je ne me le pardonnerai jamais. Même en écrivant ça, je me sens comme la pire des merdes. J'aurais voulu être sobre à ce moment-là. Je suis un ancien héroïnomane, sobre depuis 9 ans, et j'ai pas mal d'histoires qui montrent à quel point j'ai pu être une vraie merde à l'époque. Difficile de dire quel a été mon pire moment, mais je peux au moins en raconter une ou deux. Un jour, j'étais complètement fauché et il ne me restait qu'un seul sachet. Mon pharmacien de quartier venait tout juste de se faire arrêter pour conduite en état d'ivresse. Je devais trouver un moyen de me procurer quelque chose. En y réfléchissant, j'ai eu l'idée d'aller aux urgences dans l'espoir de me faire prescrire quelques cachets. À ce moment-là, j'avais encore une assurance santé, donc je me suis dit que c'était ma meilleure option. Un pote est passé chez moi, on fumait une clope dehors en essayant de trouver un moyen de se blesser suffisamment pour que ce soit crédible, mais pas assez pour que ce soit grave ou irréversible. À côté du garage, il y avait un gros bloc de béton. Je me suis dit que je pouvais me le lâcher sur le pied, histoire de me casser un orteil au pire. Je suis resté 5 bonnes minutes debout sur la terrasse en béton, à essayer de me convaincre de lâcher ce bloc sur mon pied. Je n'y arrivais pas. Trop de peur. Alors j'ai demandé à mon pote de le faire à ma place. Il a dit OK. Il l'a levé à hauteur de taille et l'a laissé tomber sur mon pied. J'ai tout de suite su que ce n'était pas suffisant. Je lui ai dit de le lever plus haut et de recommencer. Ce qu'il a fait.
Je suis donc allé à l'hôpital en leur racontant que j'étais tombé en portant des cartons dans l'escalier du sous-sol. Ils m'ont fait passer une radio. J'attends dans la salle, et le médecin arrive. Il me dit que j'ai déchiré plusieurs ligaments dans le pied, que ce serait probablement moins douloureux si je l'avais carrément cassé. À ce moment-là, j'étais content. Vraiment content. Pas à cause du diagnostic, mais parce que je croyais avoir réussi mon plan. Je pensais, yes, j'ai gagné. Je me foutais de la douleur, tant que je pouvais avoir ma dose. Il me relâche. On me tend une ordonnance, et là, le coup de massue. Ibuprofène 800 mg. Défaite totale. Voici une histoire de vengeance. Je ne l'ai jamais racontée. C'est tordu, mais je pense encore aujourd'hui que j'avais raison. Il y a plusieurs années, je vivais au Japon, où le business des écoles d'anglais est immense. Un bon ami à moi avait passé des années à développer son propre programme pédagogique. J'étais son enseignant principal et j'avais contribué à la création de plusieurs manuels originaux pour enfants. Il était prêt à lancer son école, mais il lui fallait un soutien financier, parce qu'en tant qu'étranger, s'incorporer légalement au Japon est quasiment impossible. Il a trouvé un homme d'affaires local pour investir dans le projet. Mon ami a mis 50 000 $ sur la table, l'homme d'affaires en a mis 51 000, ce qui lui donnait une part majoritaire. Je ne connais pas tous les détails, mais en gros, l'homme d'affaires s'est retiré à la dernière minute et a volé les 50 000 $ de mon ami. Et il n'y avait rien que mon ami puisse faire. Ce même homme d'affaires a ensuite ouvert l'école tout seul, en utilisant le matériel pédagogique que j'avais moi-même conçu. Mais cet homme n'avait jamais entendu parler de moi. Mon ami m'a alors suggéré de répondre à son annonce dans le journal, où il cherchait un professeur principal, et d'essayer de me faire embaucher pour saboter l'école de l'intérieur. C'est exactement ce que j'ai fait. J'ai été embauché comme enseignant principal. Il m'a confié la mise en place des salles de classe, la sélection des livres et jeux, l'élaboration des emplois du temps, la configuration de tous les ordinateurs et des logiciels nécessaires à la gestion de l'école. Absolument tout. Pendant 3 mois, j'ai préparé le lancement de cette école, développement du programme, impression de flyers, réunion avec les parents, inscription, tout. Et puis, 2 jours avant l'ouverture, j'ai exécuté ma vengeance. J'ai jeté tous les ordinateurs à la benne, ramassés dès le lendemain. J'ai changé tous les mots de passe des services en ligne. Ensuite, j'ai balancé mon téléphone portable et j'ai disparu. Comme ce type était louche, il voulait toujours me payer en liquide. Il n'avait donc pas mon RIB, pas ma véritable adresse, et je lui avais donné une fausse dès le début. Quand j'ai disparu, il n'avait aucun moyen de savoir qui j'étais ni où me retrouver. J'ai appris plus tard par d'anciens collègues qu'il avait dû injecter plusieurs centaines de milliers de dollars issus de ses autres entreprises pour relancer celle-ci à zéro. Il avait raté la rentrée scolaire. Tous les parents avec qui il avait signé des contrats étaient furieux et avaient annulé. Il n'a jamais pu les récupérer. En gros, je lui ai fait perdre une année entière. Je ne regrette rien. Ce type a volé 50 000 $ à mon ami et a profité de jeunes entrepreneurs qui voulaient simplement créer leur école. Il a eu ce qu'il méritait. Et moi, j'ai désormais une vie antérieure de saboteur d'entreprise. Je n'ai pas essayé de sauver un enfant de 6 ans après qu'on l'a sorti de la piscine, à cause d'une loi dans mon pays sur la responsabilité du sauveteur. En gros, si tu interviens pour aider une victime, tu deviens légalement et financièrement responsable de son état. Tu dois couvrir les frais médicaux, et la famille n'a même pas à lever le petit doigt. Elle a même le droit de te poursuivre en justice. L'objectif est d'éviter que des gens non formés fassent pire que mieux. Ironique, avec du recul. En plus de ça, je n'ai reçu qu'un seul cours de premier secours dans toute ma vie, et c'était environ 7 ans avant les faits. Je ne m'en souvenais plus du tout. Donc même si j'avais voulu aider, j'aurais probablement mal fait les gestes et aggravé la situation. Je ne maîtrise même pas ma force physique. Je casse facilement des objets sans le vouloir,
Alors imaginer appliquer une manœuvre de réanimation sur un enfant me terrifie. J'aurais pu lui briser la cage thoracique en essayant d'enlever l'eau de ses poumons. Et visiblement, les 30 à 50 personnes autour ont pensé la même chose ou n'ont pas pensé du tout. Elles ont simplement formé un cercle autour de l'enfant, pleurant, gémissant, mais sans agir. Quelqu'un a fini par appeler les urgences, mais elles ne sont arrivées qu'après environ 20 minutes. L'enfant était déjà mort à leur arrivée. Je ne vais pas mentir, cette scène me hante encore un peu aujourd'hui. Parfois, en parler me soulage, un peu. Je ne sais toujours pas si j'aurais pu faire quelque chose sans aggraver la situation. Mais ce doute me reste. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.